Mieux. Parfait. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous présente donc à Mylène Colmar, donc, qui est journaliste et qui est aussi blogueuse et entrepreneur, hein, elle est à l'origine donc de elle collabore sur plusieurs entreprises. On va parler de son histoire, de son parcours très singulier. Donc, j'avais vraiment à cœur de vous la présenter ce soir. Alors, juste pour rappel, hein, donc Culturel, pour ceux qui nous rejoignent, parce que je constate qu'il y en a qui nous rejoignent, Culturel a pour vocation de mettre en lumière et de valoriser la culture, l'art et les traditions de nos îles, ainsi que les talents aussi. Voilà. En tout cas, Mylène, merci à toi d'avoir répondu présente à cette invitation pour nous parler un peu de ton parcours. Eh bien, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir là d'avoir cette interview. Je suis très bavarde, je préviens, donc il faudra m'arrêter, mais je ferai de mon mieux pour être claire. Oui, bon, cela dit, on a beaucoup de choses à se dire, des choses très intéressantes. On va commencer par tes études, justement. Donc, au niveau de tes études, tu as fait respectivement 2004 et 2005. Donc, tu as fait une maîtrise de lettres modernes et un DEA de littérature et civilisation française à Paris 4 Sorbonne. Et puis, tu t'es spécialisé au niveau de la presse écrite et web en préparant donc un certificat de journalisme au Canada à Montréal. Alors, ma première question, c'est d'où est venue l'idée, l'envie de t'orienter vers cette voie? Alors, j'ai toujours été passionnée d'écriture et de lecture depuis toute petite. Et à l'âge de 6 ans, j'ai su que j'allais devenir journaliste. Donc, c'est vraiment particulier parce que j'ai vu Anne Sinclair. À l'époque, elle interviewait François Mitterrand. Et j'ai dit à ma mère, c'est ce métier-là que je vais faire. Donc, j'ai toujours été une pipelette, une amatrice de lecture, une grande curieuse. Et quand j'ai vu qu'elle interviewait François Mitterrand, qu'elle posait des questions, et puis je me suis dit, c'est ça mon métier. Et donc, j'ai regardé comment on devenait journaliste très, très jeune. Et parce que bon, je fantasmais aussi sur l'outil de la télévision. Et finalement, petit à petit, j'ai fait mes études générales. Et j'ai découvert que je voulais toujours être journaliste, mais que je voulais être dans la presse écrite. Et ce n'était pas ce qu'Anne Sinclair faisait, mais pour autant, c'était pas bon. Alors dis-moi, excuse-moi de te couper, mais dès 6 ans, 6 ans, c'est relativement tôt. Alors, qu'est-ce qui t'attirait particulièrement par rapport à ça? Mais si le fait que je pouvais poser des questions aux gens et que les gens répondaient, c'était vraiment ça. Parce que j'ai toujours posé beaucoup de questions aux gens et je suis une grande bavarde. Et elle, c'est ce qu'elle faisait. C'est ça qui m'a attirée vraiment. Et puis le côté un peu star, lumière, etc. Pour une enfant, ça fait briller les yeux. Et ma mère m'a dit, mais en fait, elle est journaliste et elle est très connue. Et pour moi, connue, c'était super parce que ça faisait que plein de gens comme moi la regardaient à la télé partout dans le monde. Et c'était fantastique. Je vous parle de temps où il n'y avait pas encore Internet comme maintenant. Donc, voir Anne Sinclair à la télé, c'était vraiment un modèle. Et ma mère m'a dit, il faut que tu vois comment elle est devenue. Donc, j'ai regardé ce qu'elle avait fait. Et après, elle m'a dit, la base, c'est de savoir bien écrire et bien lire. Et donc, voilà, je me suis lancée comme ça. Et ça m'a menée à faire des études littéraires. Il se trouve que j'ai toujours, comme ma mère m'a toujours donné des livres très tôt, et puis je savais que je voulais faire ce métier, j'ai développé des talents pour l'écriture et j'ai toujours eu de très bonnes notes en français, etc. J'étais sur ma ligne droite et c'est ça qui m'a... On va y arriver, on va y arriver. Alors, je vais juste revenir sur un point. Alors, concernant les traits de caractère, donc les caractéristiques que tu as décrites du métier de journaliste, il y en a une que je te reconnais volontiers, donc c'est le sens de la curiosité. Mais par contre, le côté paillette, tout cela, donc c'est un peu paradoxal. Oui, mais alors le côté paillette, c'est parce que enfant, ça me faisait briller les yeux, c'est normal. On a toujours un côté un peu célébrité, puis maintenant elle dit donc qu'elle était célèbre, qu'elle était reconnue dans son métier. Et donc, c'était pas, je sais pas si j'avais eu, on m'avait dit que journaliste, c'était vraiment à 50% d'être derrière un écran en train d'écrire des textes et tout. Je sais pas si je l'aurais fait finalement. Il fallait qu'il y ait ce côté aussi rêve
au-delà du fait que on pose des questions aux gens. J'avais pas en fait la notion, j'étais très jeune, j'avais pas encore la notion du travail que ça implique d'être journaliste. Et j'avais juste cette notion où c'était facile de parler à des gens, qu'on pouvait leur poser des questions et qu'on pouvait être célèbre et avoir de l'argent parce que c'était ça la réalité. Et je pense que ça fait briller beaucoup les yeux de plein d'enfants, quoi, finalement. Donc, c'était Alors, ça. on va parler de quelque chose en particulier. Alors, pour rappel, hein, donc Mylène, elle est originaire de la Guadeloupe. Ah oui, Donc, voilà, donc de la Guadeloupe. Et effectivement, donc vivant sur un archipel, donc c'est vrai qu'on a envie hein, d'aller découvrir. En tout c'est cas, ça. ça a été mon cas également, puisqu'on a ce trait, ce point en commun, d'aller découvrir, d'aller visiter le monde en quelque sorte, puisque C'est lorsqu'on a l'esprit curieux, on a vraiment envie d'aller voir les autres cultures. Donc très tôt, donc dès l'âge de 6 ans, dès l'enfance, j'ai eu envie aussi d'aller découvrir déjà à travers la télévision, donc les Ah autres oui, cultures. ah oui, mais ça, c'est vraiment. J'ai une famille qui voyage beaucoup, qui a toujours voyagé, qui a toujours été vers les autres, on a des métiers de contact hein, finalement, et découvrir les autres cultures. Pour moi, la Guadeloupe, ça, bon, je vais le dire, ça a toujours été très petit finalement, et donc j'ai toujours eu cette envie d'ailleurs. Et l'ailleurs, c'était d'abord dans les livres, parce que quand je lisais Balzac, qui est mon auteur préféré, quand j'en lisais d'autres, eh ben, c'était vraiment des descriptions de lieux qui me paraissaient enchanteurs. Ça, je me disais, mais il faut que j'aille découvrir ça. Et ça s'est greffé avec le fait que j'ai toujours eu la chance de pouvoir partir, faire des voyages avec ma famille et de pouvoir aller à la rencontre des autres. Et comme je suis une grande bavarde et que j'ai le contact facile, c'était encore plus aisé de partager et de découvrir des nouveautés, d'autres cultures, etc. Ça a toujours Alors, été. parlons de voyage, hein. Justement, donc ce certificat de journalisme que tu as Ben préparé oui. au Canada, alors parlons-en un peu. Ben c'était un rêve pour moi d'aller au Canada. Ça faisait partie de mes destinations incontournables. Et en fait, j'avais passé le concours des écoles de journalisme reconnues hein, dans l'Hexagone et ça n'avait pas fonctionné pour moi. Et je me suis dit, ben là, voilà une opportunité parce que l'Université de Montréal avait un diplôme, a toujours hein, d'ailleurs, un diplôme reconnu au niveau mondial par rapport au journalisme. Et donc, j'ai posé ma candidature parce que ça me permettait donc d'avoir un diplôme de journalisme et d'aller découvrir une destination. C'était mon rêve et je vais rigoler. En fait, ceux qui me vont faire ça va, ils vont être interloqués. Mais en fait, mon rêve d'aller au Canada, c'est parce que je voulais avoir un pays où il y avait beaucoup de neige. Et j'avais vu qu'il neigeait énormément. Alors, c'est paradoxal parce que moi, je déteste la neige maintenant, mais bon, quand j'étais plus jeune, je voulais un pays où il y avait beaucoup de neige. En France, il y avait de la neige, mais moi, j'étais à Paris, donc c'était plutôt de la boue. Donc, je voulais aller vraiment dans un pays où il y a beaucoup de neige. Donc là, j'ai été servie au Canada, hein, ça c'est sûr. Et puis, j'ai passé 2 ans au Canada où j'ai pu à la fois faire mon école, mais aussi travailler, rencontrer des gens formidables. Les Canadiens sont extrêmement chaleureux, les Québécois encore plus. Et voilà, donc c'était à l'Université de Montréal et j'ai obtenu mon diplôme grâce à une validation de mon master que j'avais eu à Paris. Et donc, j'ai pu faire qu'une seule année. Et après, j'ai fait aussi presque une année aussi où j'ai travaillé. J'ai eu la chance de pouvoir acquérir un peu d'expérience. D'accord. Alors, Mylène Colmar, c'est aussi une polyglotte. Donc, elle a pas mal de cordes à son arc. Donc, c'est une polyglotte. Donc, l'anglais, l'espagnol. Donc, à travers les études, les voyages que tu as effectués. Donc, Ben, c'est important pour toi d'apprendre les langues pour ben, pouvoir. ben oui, quand même. En fait, quand tu vas dans un pays, tu as deux options. Soit tu ne parles pas la langue et donc tu découvres, mais tu peux pas aller à la rencontre de l'autre, donc tu es plutôt axé vers les paysages et puis voilà. Soit ben, tu parles un peu la langue, même si c'est très peu, hein, mais tu parles la langue et tu peux aller parler aux habitants. Et moi, je peux pas aller dans un pays sans parler aux habitants, c'est pas possible. Alors, je vais juste reformuler ma question. Je voulais simplement dire, est-ce qu'il y a un lien de causalité par rapport à la formation de journalisme
et les D'accord. Oui. Ah oui, non, mais de toute manière, enfin, là encore, hein, bon, il y a tout. Dans le journalisme, il n'y a pas une seule forme de journalisme. Hein. Mais moi, le journalisme, c'est forcément une relation à l'autre. Et donc, pour ça, il fallait que je sois au moins bilingue anglais. Et l'espagnol, c'est parce que c'est une langue qui est chère à mon cœur, tout simplement parce que ma ville préférée, c'est Barcelone. Et parce que mon architecte préféré, c'est Gaudi. Et donc, voilà, naturellement, je suis allée vers l'espagnol. Mais de base, pour être journaliste et aller sur le terrain, il faut au moins parler anglais de manière courante. Hein. Ça, c'est bien sûr. la base. Bien sûr. Donc oui, c'était une évidence. Ça. Mais après, si j'avais fait journaliste web, comme il y a des journalistes qui sont dans un bureau et qui écrivent des dépêches, ben là, ils n'ont pas vraiment besoin de maîtriser l'anglais. Ça, alors, avant d'enchaîner sur une question qui est beaucoup plus d'actualité, alors, mon autre question donc, concernant le facteur linguistique, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'apprendre les langues en s'expatriant de l'archipel aujourd'hui? Ah ben oui, enfin, je sais pas. Moi, j'ai le sentiment que oui. Après, peut-être que quelqu'un va me contredire, mais... Avec les nouvelles technologies, on peut aussi apprendre les langues. Oui, enfin oui, mais je ne sais pas comment dire, mais moi, je vois la langue, c'est pour être en relation avec d'autres personnes. Donc, d'accord, le facteur humain. Voilà, c'est le facteur humain tellement important pour moi. Donc oui, je comprends qu'il y a aussi cet aspect où on peut rester chez soi et apprendre les langues. Oui, mais c'est pas ma voie normale. Donc je ne dis pas que c'est pas bien ou que c'est juste que moi je ne peux pas l'envisager comme ça. Donc pour moi il faut aller vers l'autre et c'est pour ça que quand j'ai voulu apprendre l'anglais, je suis allée en Angleterre. J'aurais pu être aux États-Unis, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai voulu m'immerger dans la culture, pas seulement pour apprendre la langue, mais aussi pour avoir les expressions, pour avoir la globalité. Donc, pour moi, la langue, c'est seulement un outil, mais c'est tout l'ensemble. C'est pour cette raison qu'on dit que les langues sont vivantes. Voilà, mais voilà. D'abord les relations humaines. C'est d'abord les relations humaines, effectivement. Alors, compte tenu des programmes actuels de retour au pays qui sont favorisés, qui sont plébiscités, alors quel conseil que tu donnes aux jeunes qui ont envie de découvrir, d'aller se former dans l'Hexagone ou à l'étranger, quel conseil que tu leur donnes? Ben, le premier conseil que je donne, c'est une question qu'on me pose, mais c'est vrai que je dis toujours, c'est difficile pour moi de donner des conseils. Mais le premier conseil que je donne, c'est d'être justement dans l'ouverture, dans la curiosité. Parce que si c'est pour reproduire les mêmes schémas qu'on avait dans son île, voilà, là encore, je ne veux pas être trop dans le jugement et tout. C'est peut-être intéressant pour les gens qui ont cette attitude, mais pour moi, quand tu pars, c'est que tu veux aller apprendre de l'autre. Et l'autre c'est quelqu'un forcément qui n'est pas comme toi. Donc, c'est s'ouvrir, aller au maximum dans des forums, dans des rencontres, chez des amis, enfin, essayer de tisser des relations, ce qu'on appelle maintenant le réseau, se faire un réseau à l'extérieur et c'est bénéfique à la fois pour grandir personnellement, mais aussi professionnellement, c'est tellement plus riche que de simplement aller faire des études et puis revenir en se disant j'ai un diplôme. Partir, c'est pas seulement obtenir un diplôme, partir, c'est acquérir d'autres compétences beaucoup plus importantes à mon avis. Parce que maintenant, en Guadeloupe, on peut obtenir beaucoup de diplômes, ne serait-ce que par la formation à distance, etc. Mais si on fait le choix de partir, ce qui implique un sacrifice quand même, il faut pouvoir profiter pleinement de l'expérience. Et ça, c'est avoir l'esprit ouvert. C'est pas toujours évident, mais il faut quand même se faire violence, sortir de sa zone de confort. Donc, c'est le premier. Et j'ai envie de dire aussi, ajouter à ce que tu viens de dire, c'est exporter aussi sa culture, puisque oui. on est aussi dans le partage. Je dis toujours, on est les premiers ambassadeurs de notre culture. Donc, je dis pas je dis bien ambassadeur. On n'est pas là pour être les modèles ou pour être l'exemple. Mais quand même, quand on est guadeloupéen, qu'on va ailleurs et qu'on dit qu'on est guadeloupéen, ben, forcément, on arrive avec une culture, on arrive à partager quelque chose avec l'autre, forcément.
Et pour ça, on est les ambassadeurs. Donc, si je partage le fait que j'adore le Gros-Cas, que j'aime tel patrimoine, que tel mets me manque, le Colombo, je fais un Colombo, etc., eh ben, je suis ambassadrice d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais on n'est pas obligé d'être des rôles modèles non plus. Pas de pression. Alors, parlons un peu de ton métier de blogueuse. Donc, depuis 2010, tu effectues donc une veille quotidienne donc sur l'actualité de la Grande Caraïbe en français et en anglais. Et tu diffuses essentiellement sur le réseau Twitter, donc via ton profil. Donc, je rappelle ton profil, donc c'est MyShow, donc c'est MYCHO, MyShow. Donc, tu diffuses un certain nombre d'informations. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui était déjà prévu par rapport aux études que tu as faites, ou est-ce que c'est vraiment un ressenti, c'est un sacerdoce, je dirais, tu t'es endossé de cela pour pouvoir diffuser donc des informations à l'adresse de la population? Ah ben c'est vraiment, tu as bien dit le mot, sacerdoce. C'est vraiment ça. C'est pas lié à mes études, même si quand tu es journaliste, tu es féru d'informations. Mais quand j'ai fait mes études, Twitter venait d'être lancé et donc je me suis mise sur Twitter, mais je n'utilisais pas Twitter du tout comme ça. J'utilisais pour converser avec d'autres gens. C'était c'était avec des amis, etc. En fait, c'était plus comme Facebook à l'époque. Et petit à petit, il y a des gens qui sont venus me poser des questions sur la Guadeloupe, sur la Caraïbe, etc. Donc, mon Twitter s'est développé en même temps que mon blog. Et je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant. Je vais quand même développer une veille de l'actualité, puisqu'on me posait des questions. J'ai dit, tiens, je vais donner l'information en avance aux gens. Et ça va permettre aussi de faire réagir sur les actualités. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Hein. Il n'y avait pas de côté engagé, il n'y avait pas de côté militant. Il y avait un côté où je voulais partager des informations avec des gens. Ça s'inscrivait dans le cadre de mon métier, mais je le faisais avant tout parce que j'avais compris qu'il y avait une demande, tout simplement. Et finalement, ça s'est tellement développé que maintenant, c'est vraiment un engagement, c'est-à-dire que depuis quelques années, je choisis vraiment ce que je partage. Parce qu'avant, je partageais vraiment de tout. Quelquefois, c'était pas, les informations n'étaient pas forcément de qualité. Tandis que maintenant, ma veille est vraiment, vraiment axée pour valoriser la Caraïbe, la Grande Caraïbe, et pour informer sur la Grande Caraïbe. Il y a deux axes très importants pour moi. Et le troisième axe aussi, qui n'est pas secondaire, mais que je développe comme ça, plus d'un côté divertissant, qui est la valorisation de la Guadeloupe par les paysages et par la nourriture. Voilà, c'est les trois axes que je développe. Donc, il y a cet esprit de valorisation et d'information donc, auprès du public. Du coup, de facto, donc, tu es très présente donc, sur les réseaux. Donc, tu es suivie aussi dans la Caraïbe, au Canada, dans l'Hexagone et aussi en Afrique. Voilà, exactement. C'est parce que j'ai eu, par mes expériences professionnelles, j'ai pu tisser des relations qui ont fait que j'ai développé ma communauté dans certains pays bien ciblés. Donc, les gens sont assez étonnés, mais j'ai étudié et travaillé au Canada. Donc, j'ai beaucoup de Canadiens qui me suivent. J'ai eu l'occasion de faire des formations avec des blogueurs du monde entier en Afrique, au Sénégal. Donc, ça m'a permis aussi donc d'avoir des amis dans le monde entier, notamment en Afrique, qui me relaient, qui me suivent. Et puis, la Caraïbe, c'est mon bassin naturel. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de blogueurs caribéens ou de journalistes, etc. Quand ils ont besoin d'informations sur les Antilles françaises, sur la Guyane, je suis un petit peu la personne ressource parce que je parle anglais, parce que je suis très présente sur les réseaux sociaux. Et quand ils viennent en Guadeloupe ou quand ils ont besoin d'une information, ils me contactent. Et voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour les mettre en contact avec des gens ou pour leur donner l'information qu'ils demandent. Oui, en tout cas, c'est tout à ton honneur, puisque là aussi, tu apportes vraiment une valeur ajoutée donc, à la population et aussi aux autres ultramarins, aux autres personnes qui te suivent.
Et c'est vraiment, c'est une très très belle initiative que je salue chaleureusement. Alors, Merci. donc tu as été présente sur les réseaux, tu es présente sur les réseaux, tu partages quotidiennement, donc via ton compte Twitter et autres. Et en 2012, tu as publié donc l'ABCDR, donc LKP, donc à Ibis Rouge, aux éditions Ibis Rouge. Et ça, c'était en collaboration avec Axel Collangean. Oui, ben oui, c'est un livre qu'on a écrit 3 ans après. Effectivement, on l'a pas écrit 3 ans après. C'est-à-dire qu'il est sorti 3 ans après, mais on a quand même pris 1 an pour l'écrire. Et c'est une initiative que j'ai eue et j'ai demandé à Axel, qui était à l'époque journaliste, qui est maintenant une communicante internationale, de l'écrire avec moi parce qu'on avait passé des heures sur le terrain. Alors, je me permets de te couper. Je te Oui. coupe une seconde. Est-ce que tu peux, juste pour les internautes, dire c'est quoi LKP précisément? Ah oui, ah ben oui, c'est parce que oui, c'est vrai que je m'adresse à un public international. Donc, LKP, c'est Lionnage contre Profitation. C'était un collectif de 49 organisations qui se sont regroupées pour faire une mobilisation générale qui a duré 2 mois et demi en 2009. Donc, c'était de janvier à mars 2009. Donc, c'était il y a un petit moment. Et le but, c'était la lutte contre la vie chère. Donc, c'est vraiment une problématique qui est encore à ce jour, malheureusement, d'actualité. À l'époque, tout avait commencé parce que les tarifs des carburants étaient extrêmement élevés et impactaient la vie quotidienne des Guadeloupéens. Les syndicats UGTG, CGTG et d'autres ont débuté une grève comme ça, ont bloqué le pays un petit moment. Et puis après, d'autres organisations sont venues se greffer parce qu'il y avait beaucoup de problématiques liées à la vie chère, mais liées à beaucoup d'autres choses, ce qu'on a appelé la profitation, le fait de profiter donc de la population. Et ces 49 organisations se sont mises ensemble et il y a eu des barrages qui ont bloqué l'archipel pendant des semaines. Donc, c'était en 2009, c'est bien ça. C'était en 2009. Et alors, il y a eu une résonance effectivement nationale, une île bloquée déjà pendant des semaines, c'est assez extraordinaire, avec des marches de grande ampleur, vraiment des milliers de personnes dans les rues pratiquement tous les jours. Et en plus de ça, ça a fait boule de neige, c'est-à-dire que la Martinique a créé son collectif et a rejoint le mouvement, puis la Guyane. Et donc, ça a fait que ça prenait vraiment de l'ampleur, si bien que il y a eu un déplacement du ministre des Outre-mer, enfin, etc. Donc, ce mouvement-là, à l'époque, j'étais secrétaire générale de la rédaction d'un magazine qui s'appelait 7 Magazine, qui malheureusement a fermé peu après. Et j'ai eu l'occasion d'être sur le terrain et d'interviewer les acteurs principaux du mouvement, Élie Domouta, etc. Et Axel faisait de même pour son média de l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. D'ailleurs, on s'est connus un petit peu avant et puis on s'est retrouvés à marcher ensemble, à discuter ensemble. Nous sommes devenus amis. Et quand j'ai pensé à écrire un livre, j'ai tout de suite pensé à elle. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure de l'écriture. Et ça a donné l'ABCDR LKP. L'ABCDR LKP. Donc, l'objectif, c'était, du coup? L'objectif de l'ABCDR, c'était vraiment de choisir des mots-clés qui permettrait à des gens qui n'ont pas forcément connu le mouvement ou qui l'ont connu mais qui n'avaient pas tous les tenants et aboutissants, d'avoir les clés à la fois en matière d'information et en matière d'analyse, puisque Axel a fait des études de philosophie, de droit, et voilà, elle est très portée sur tout ce qui est analytique. Moi, j'étais plus sur le côté informatif, les faits, les dates, etc. Donc, on se rejoignait bien pour proposer à la fois donc le récit de cette mobilisation d'ampleur, mais aussi des clés d'analyse de la société guadeloupéenne à ce moment-là. Et ça a donné cet ouvrage. On y tenait. C'est vrai qu'on a pris, les gens nous ont dit, ah, mais vous avez pris du temps. On a pris du temps parce que déjà, il fallait pouvoir se lancer dans ce processus d'écriture. Moi, j'étais à l'époque au Canada. Vous aviez noté à ce moment-là une transition sociétale? Ah oui, mais bien sûr. Mais les gens, paradigme. oui, parce que les gens, bon, maintenant, c'est vrai que c'est toujours difficile de faire un bilan des années après. La réalité, c'est que le mouvement LKP, cette mobilisation-là, a vraiment marqué les esprits
parce que beaucoup de gens disaient nous n'étions pas au courant, nous ne savions pas que. Mais le fait que tout ait été, pas tout, non, on ne peut pas tout déballer, mais que beaucoup de problématiques aient été exposées, expliquées à la télévision, parce qu'il faut savoir que les journalistes à l'époque, notamment Canal 10, que je tiens encore à saluer, ont fait un vrai travail pour couvrir l'ensemble de la mobilisation, pour donner la parole à tous les acteurs. Ça fait qu'après, les gens ne pouvaient pas dire « Ah, je ne savais pas pour l'eau. Ah, je ne savais pas pour le carburant. Je ne savais pas pour l'électricité. » Enfin, il y avait pas mal de problématiques, hein, vraiment. Et ça a fait ça. Et puis, il y a eu un mouvement aussi pour aller plus vers tout ce qui est local, produits locaux. La Guadeloupe a toujours été une terre d'importation et reste une terre d'importation de produits. Mais le fait que nous soyons bloqués, que les gens ne pouvaient pas aller dans les supermarchés, ne pouvaient plus faire leurs habitudes habituelles, ils se sont retournés au marché, ils sont retournés dans les lolos, ils ont retrouvé un système de proximité, d'entraide. Et ça a perduré dans le temps. Ça, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à ça, c'est que ce mouvement-là d'aller vers le locavorisme, ça a apporté ça. Ça a été vecteur de changement au fond, au niveau des comportements. Et on ressent aujourd'hui encore, hein, on ressent aujourd'hui encore, au-delà des traumatismes. Il y a des gens qui disent qu'ils sont traumatisés, bon, mais c'est surtout que ça a apporté des changements bénéfiques aussi. Alors, avant de passer à d'autres questions, donc j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu penses, toi qui étais vraiment au cœur de l'action à ce moment-là, est-ce que tu penses qu'ils étaient les précurseurs, en quelque sorte, des Gilets jaunes, du mouvement des Gilets jaunes? Ah ben c'est ce qu'on a dit, hein, et j'ai envie de dire pourquoi pas. Il faut savoir qu'il y a des Corses qui s'étaient rapprochés du LKP pour savoir comment l'organisation s'était faite, quel était le fonctionnement. 49 organisations qui réussissent à tenir un mouvement de 2 mois et demi, c'était quand même exceptionnel. Fallait s'entendre, fallait s'organiser. Il y avait des conférences de presse. Il y a eu une couverture mondiale. CNN est venu. Moi, j'étais à côté d'eux. J'avais un journaliste de CNN à côté de moi, en gilet pare-balles, je me rappelle. C'était assez extraordinaire. Non, donc il y a eu un côté vraiment où le mouvement a servi d'exemple. On a parlé des Gilets jaunes, mais avant les Gilets jaunes, il y avait eu de grandes manifestations aussi, pareil. Le blocage dans les rues, ça s'était jamais vu, sans violence, rappelons-le. Après, ça a dégénéré, mais au départ, c'était des marches dans les rues, c'était des mobilisations où il y avait des barrages, mais où il y avait des incidents, mais ce n'était pas une flambée de violence, quoi. C'était vraiment Et moi, je pense vraiment qu'il y a eu en tout cas une inspiration pour les Gilets jaunes, mais aussi pour d'autres mouvements dans le monde, pas seulement dans l'Hexagone. Hein. Oui, bien sûr. Alors, parlons un peu, continuons à parler de ta collaboration avec Axel Collangean. Donc, puisque en 2018, vous avez lancé donc un podcast mensuel, Objectif Boss Lady. Donc, oui. Même si on peut savoir à peu près ce que c'était, tu peux nous en parler de quoi il s'agissait précisément? Alors, le podcast, c'était à l'époque un format qui était tout nouveau et Axel a eu cette brillante idée qu'on fasse un podcast qui est donc une émission qu'on enregistrait chez moi d'ailleurs et qu'on diffusait après sur Internet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui ne sont pas très familiers, c'est vraiment comme si on fait de la radio, sauf qu'on enregistre et après on met en ligne sur Internet. Et nous, c'était un format gratuit. Et Axel a toujours une plateforme qui s'appelle Caribbean Boss Lady, qui est une plateforme d'empowerment des femmes entrepreneurs et des femmes tout court. Hein. Et elle voulait donner la parole à des femmes qui entreprennent. Et on a fait ce podcast-là qui a duré bien une année, même plus peut-être, je ne me rappelle plus, mais qui a bien duré. Et après, comme Axel avait d'autres activités et moi aussi, on a malheureusement dû arrêter le format, mais ça fonctionnait bien. Faudrait peut-être qu'un jour on envisage de donner une suite à ça. Et c'était toujours la volonté que les femmes puissent exposer leur succès, mais aussi leurs difficultés. Et le format, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui ont des podcasts comme ça.
qui ont besoin d'exposer et que les gens comprennent mieux ce qu'elles vivent au quotidien. Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, donc, je rappelle, donc, on est avec Mylène Colmar, donc, qui est une journaliste consultante en conseil éditorial, donc, indépendante, et qui est originaire de la Guadeloupe. Et on retrace un petit peu son parcours ce soir pour vous faire découvrir qui elle est, ses valeurs, sa philosophie et ce qu'elle veut transmettre. Alors, Mylène Colmar, donc, c'est aussi donc, une entrepreneure investie. Ah ben oui, une entrepreneur. J'ai envie de dire d'abord une entrepreneur, mais bon, une journaliste et entrepreneur, c'est déjà pas mal. Une journaliste. Donc, tu as d'abord été journaliste et ensuite entrepreneur. Alors, voilà. Ben, j'ai été journaliste. Tout de suite, quand j'ai eu mon diplôme, pas tout de suite, j'ai cherché pendant 6 mois quand même un travail. Quand on revient en Guadeloupe, c'est pas toujours évident. Et j'ai rejoint la rédaction de cette magazine qui était un hebdomadaire distribué en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et j'ai eu la chance, grâce à mes diplômes, de pouvoir être secrétaire générale de la rédaction. Donc, c'est une personne qui est juste en dessous du rédacteur en chef et qui gère la rédaction, tout simplement. Et c'est grâce à cette magazine que j'ai pu débuter vraiment ma carrière. C'était de 2008 à 2010. Et en 2010, cette magazine a fermé pour des raisons économiques, puisque voilà, un média, ça malheureusement, ça a toujours des difficultés. Et je suis partie au Canada, j'ai travaillé un peu au Canada, j'ai travaillé un peu à Paris. Et quand j'ai sorti le livre avec Axel, donc la BCDRLKP, je suis retournée en Guadeloupe. Et c'est là que j'ai pu me lancer comme entrepreneur, puisque j'avais un mentor qui s'appelle Jacques Canval, qui avait démarché pour faire des supports informatifs et qui cherchait une personne qui avait mes compétences, c'est-à-dire pas seulement rédiger des articles, mais aussi encadrer une rédaction. Et donc, il a fait appel à moi et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat finalement parce que ça a été mon premier client. Et grâce à lui, j'ai pu créer mon entreprise. J'ai eu donc, c'est l'entreprise de Plume Caraïbe, c'est bien ça? Voilà, c'est Plume Caraïbe. Je me suis d'abord lancée comme auto-entrepreneur puisque bon, je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Et puis petit à petit, grâce aux réseaux sociaux qui se développaient, grâce à mon blog, grâce à des clients, grâce au bouche à oreille, mon entreprise a grandi. Et j'ai pu avoir de plus en plus de clients et ce qui fait que j'ai pu créer une SASU qui s'appelle Plume Caraïbe, qui est toujours qui existe toujours. Donc et voilà, je continue mes activités comme ça. En tout cas, c'est super. C'est vraiment très, très bien. Jusque-là, c'est un très beau parcours qui te caractérise et qui caractérise aussi ton investissement profond à faire découvrir et à transmettre ta passion. Donc, tu collabores pour créer donc l'agence The Flamboyant Agency avec Jessica Boudet, qu'on va voir à l'écran tout à l'heure. Donc, une agence, mais quel a été vraiment le leitmotiv de cette agence? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette agence? Alors, The Flamboyant Agency, c'est plus qu'une agence, c'est une maison d'édition. Jessica m'a contacté, c'était en 2018. Elle voulait faire un magazine web, puisque Jessica, c'est une start-upeuse, une ancienne start-upeuse, qui avait une application qui s'appelle Foodil, qui avait une belle communauté déjà en ligne. Et elle voulait aller à la rencontre de ses clients. Elle voulait mettre en avant ses clients autrement. Et donc, faire un magazine, ça lui paraissait une évidence. Et comme elle était start-up, numérique et tout, elle voulait faire du web. Et puis, on s'est vite rendu compte qu'elle était obligée de franchir un pas supplémentaire qui était de faire un magazine papier avec les risques que ça implique. Et tout de suite, j'ai cru en ce projet et je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai l'habitude de faire des supports pour d'autres personnes et c'est super parce que ça me permet de vivre de mon métier. Mais par contre, avec toi, si tu te lances, je veux bien être associée. Et elle a dit oui, elle m'a fait confiance et on s'est lancé, on a créé le support Foodil, dont vous voyez quelques couvertures là passer. Et alors, est-ce que tu
peux expliquer rapidement le principe même de Foodil, de ce magazine, qui Alors, paraît une fois par an, c'est ça? alors c'est 2 fois par an. Le 2 prochain fois par sort an. en novembre. Là, on vient de terminer le bouclage. Le magazine Foodie, c'est un magazine d'information sur le monde culinaire caribéen. Alors, comme nous sommes basés en Guadeloupe, nous mettons en avant beaucoup de Guadeloupéens, bien sûr, mais aussi nous tenons à faire des clins d'œil au reste de la Caraïbe et à l'Afrique aussi, et bien sûr à l'Hexagone, etc., bien sûr. Donc, ce sont des reportages, ce sont des interviews d'acteurs du monde culinaire. Ça va de l'agriculteur au chef, en passant par le petit artisan, en passant par le food lover qui cuisine chez lui ou le passionné de cuisine qui s'est lancé sur les réseaux sociaux. On veut mettre vraiment tout le monde en avant. Les valeurs de Foodie, c'est la proximité, c'est l'authenticité, c'est la valorisation de la food dans sa globalité. Et c'est surtout aussi la promotion des produits locaux et des acteurs qui agissent en ce sens. Donc, ça, c'est très, très important et à chaque fois, je ne manque pas de le rappeler. Donc, ce magazine-là, il paraît 2 fois par an. C'est un magazine gratuit qui est distribué à 10 000 exemplaires dans toute la Guadeloupe. Et ça se retrouve dans des restaurants, chez des institutionnels, dans des épiceries, etc. C'est un magazine qui est très, très apprécié. Vraiment, les gens recherchent le magazine. Et il y a aussi une version sur le web donc que je vous invite à aller voir sur foodilmedia.com parce que Foodil Media, c'est l'extension. Je partage le lien également. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là où Jessica et moi, on s'est associés. Et on ne pouvait pas le faire sur sa société, Foodil, qui a d'autres activités. On a décidé de créer The Flamboyant Agency. Et au lieu de faire justement une agence, on a décidé de faire une maison d'édition. La maison d'édition édite le magazine Foodil, mais édite aussi d'autres supports liés au culinaire. Donc, par exemple, on vient de sortir le livre de Maïs Cuisine, Maïkara Djouki, qui est une food loveuse, experte culinaire et qui a sorti son premier livre avec nous. Et avant, on a sorti le livre du chef Kishner, qui est un ambassadeur renommé en Guadeloupe de notre cuisine. On va voir tout à l'heure à l'écran. Voilà. Et voilà. Donc, et donc, on édite de plus en plus d'ouvrages. On développe cette maison d'édition au fil des rencontres, puisqu'on a à cœur de mettre en avant des personnalités qui n'ont pas forcément été déjà éditées. Le chef Kishner, il est aujourd'hui retraité. Il a eu son parcours qui est exceptionnel, mais il n'avait pas encore sorti de livre à son nom et il nous a fait confiance. Et nous en sommes très fiers. Et puis Maïka Radjoki, c'est pareil, elle n'avait pas encore sorti d'ouvrage. Donc voilà, et on a une auteure qui s'appelle Tessa Breter, qui sortira bientôt aussi son ouvrage en français et en créole guadeloupéen avec nous. Super. Voilà, toujours lié au culinaire, toujours avec cette volonté de mettre en avant notre cuisine par différents supports. On est vraiment porté par l'idée qu'on a des talents et il faut qu'il y ait quelque chose qui les porte. L'une des principales différences par rapport aux autres médias, c'est que Foodil, 70% des portraits sont gratuits, sont offerts aux personnes. Ce qui me passionne, c'est vraiment un mot, c'est le projet. C'est-à-dire concrétiser un projet. Et pour ça, il y a le côté humain derrière. C'est-à-dire aller à la rencontre des gens, découvrir ce qu'ils font, découvrir leur talent, leur expertise. Je m'appelle Jessica Brudet, je suis en charge de l'aspect commercial. Je suis Mylène Colmar, je suis journaliste indépendante. Je suis aussi la responsable de la publication du magazine Foodil. Souvent, on se rend compte que les gens, ils vivent, ils font leur train-train, ils sont de la tête dans le guidon et ils ne se rendent pas compte qu'ils font quelque chose de différent et quelque chose qui apporte de la valeur à leur pays Guadeloupe. Donc le projet Foodil, c'est d'abord le sien, mais c'est devenu le mien au fil des années et c'est devenu celui aussi de nombre de Caribéens et ça, j'en suis très fière. En tout cas, c'est vraiment super. Ce sont de très, très belles initiatives. Est-ce que vous êtes soutenu par les institutions locales, par la région? Alors, bon, les institutions locales annoncent chez nous, ce qui est déjà très bien. C'est-à-dire que la région Guadeloupe, que l'État avec ses différents services comme l'ARS font partie de nos annonceurs.
nous avons eu le soutien de BPI France qui nous a financé. Et puis, nous avons eu des soutiens liés au Covid. Bien sûr, nous allons chercher d'autres financements institutionnels, mais pour l'instant, le projet se développe essentiellement grâce à notre force de travail. Et puis après, on verra pour lever des fonds et pour faire... mais c'est un support qu'on a vraiment établi grâce aux annonceurs que nous sommes allés chercher et grâce à tous ceux qui nous font confiance. On a beaucoup de partenaires qui collaborent avec nous à chaque fois pour différents événements, etc. Bon, en tout cas, c'est un parcours vraiment très enrichissant, très diversifié. Quelle est votre actualité actuellement? Donc, c'est prochainement. Wow! Ah là là. Alors, par où commencer? Quels sont les projets à venir? Notre actualité principale, là, en ce moment, c'est qu'on va sortir le magazine Foodie numéro 11, qui va sortir vers le 20 novembre, courant novembre. Il est déjà parti en impression. Notre imprimeur est en Guadeloupe. Donc, c'est ce qui fait que dans 15 jours, on sait que nous serons livrés. Et donc, le magazine Foodie va se retrouver partout. Ça s'associe, le magazine Foodie, avec une communication de grande ampleur sur les réseaux sociaux et aussi avec la tenue d'une soirée événement pour remercier ceux qui ont participé à la concrétisation du numéro. C'est quelque chose qu'on fait habituellement pour chaque numéro. Avec le Covid, on n'avait pas pu vraiment le faire, mais on a pu reprendre là pour le numéro 10. Et donc, pour le numéro 11, on prépare une soirée. Notre autre actualité, c'est la sortie du livre de Tessa Bretter, donc, qui sera un abécédaire culinaire créole français, créole guadeloupéen français. On a aussi des hors-séries qui vont sortir. Le hors-série, c'est un magazine spécial qu'on fait. Et là, ce premier hors-série sera dédié à Marie Galante avec en rédacteur en chef Philippe Urgon, qui est un photographe, réalisateur Marie Galantais, qui travaille avec nous depuis le tout début et qui nous a fait confiance là aussi pour nous prêter sa plume et pour nous faire de très belles photos pour cette hors-série-là. Et on prépare aussi beaucoup de choses, notamment l'ouverture de notre espace. Donc, c'est un espace physique pour Foodie où il y aura des ateliers, il y aura des conférences, il y aura des rencontres autour de la food. Et c'est un projet qu'a imaginé Jessica et que nous voulons concrétiser d'ici le début de l'année 2023. Donc ça, c'est les principaux. Je m'arrête là parce que sinon on est là encore pour demain. Ce sont de très beaux projets à venir qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, qu'on partagera donc sur les réseaux culturels. On arrive au terme de l'émission. On s'était dit 45 minutes, donc je pense qu'on est arrivé au bout. En tout cas, ça a été vraiment une très belle expérience de te recevoir, Mylène. Merci beaucoup. Un parcours exemplaire et vraiment, j'espère que tu vas inspirer beaucoup de jeunes au niveau de la communauté ultramarine. Eh bien, merci, j'espère. Vraiment, je me plie toujours à l'exercice, vraiment en pensant à nos jeunes et au fait qu'on a toujours besoin de modèles. Moi, mon modèle, c'était Anne Sinclair et j'espère que je pourrai inspirer quelques jeunes à nous rejoindre dans le métier du journalisme et à rejoindre l'entrepreneuriat pour qu'ils puissent faire avancer notre région. Ça, c'est très important pour moi. En tout cas, je vais suivre avec intérêt donc, ton évolution. Donc, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent? J'ai juste envie de dire d'ailleurs déjà, suivez Culturel, mais si vous êtes là, c'est que c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à partager. Ça, c'est très important. Le partage, c'est important. Et justement, le partage, moi, j'ai envie de dire, ça, c'est ce qui me motive, c'est d'aller vers l'autre. Et vous n'êtes pas obligé d'être bavard comme moi, mais tout simplement cette envie de comprendre les autres. Et c'est tellement important dans une société mondialisée. C'est bien les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est aussi faire preuve de compréhension, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Donc, faites preuve de curiosité, faites preuve d'ouverture. Et c'est vraiment le seul conseil que je peux donner aux gens et à tout âge. Ça, c'est important aussi.
C'est pas seulement pour les jeunes, l'ouverture, c'est souvent aussi pour les plus âgés comme nous et comme d'autres. Donc, merci pour l'opportunité, en tout cas, Preston. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, tu es la bienvenue pour une prochaine émission. Merci à toi. Alors, je vais en profiter pour rappeler que l'émission donc était parrainée par Une Voix, une Histoire. C'est la première maison d'édition de livres audio de la Caraïbe, donc qui est gérée par Manixiar Titeka. Je vous invite à aller voir leur site. Donc, c'est unevoixunehistoire.com. Vous verrez, il y a de belles pépites, il y a de beaux témoignages, il y a de belles histoires, des contes, des romans. Et n'hésitez pas à demander aussi des renseignements. Hein, donc, vous pouvez nous envoyer un message. On va vous renseigner. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce live, cette émission. Et on se dit à très vite. À très bientôt. À bientôt, Mylène. À bientôt. Bye bye.